Bonsoir. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Ça se connecte encore un petit peu, hein. D'accord. Là, c'est bon. Bonsoir. Donc, je suis le docteur Dekmin, hein. Je suis un des anesthésistes de la clinique de Saint-Omer. Bienvenue pour cette EPU sur le projet SOS Perfusion. Euh, alors, je vais démarrer ma présentation. Bonsoir, Bonsoir. Romain Brie, anesthésiste à Saint-Quentin. Enchanté. Hop. Hop. Donc, logiquement, vous devriez voir le PowerPoint. Ouais. Oui, oui, c'est bon, Parfait. docteur. Donc, petite soirée de présentation sur notre projet SOS Perfusion. Alors, donc, pour poser le contexte un petit peu, donc, on va proposer une solution pour la pose de certains cathéters. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des patients qui justifient la pose d'abord veineuse de moyenne ou longue durée. Donc, on peut considérer au-delà de 7 jours des cathéters qui soient périphériques ou centraux, hein, parce que ça peut être pour des problèmes de faible capital veineux ou bien pour la perfusion de produits spécifiques, certains antibiotiques, des chimiothérapies, de la nutrition paratérale sur des longues durées. Pour l'instant, en France, ce qui est proposé pour ces patients-là, essentiellement, c'est la pose de voies veineuses centrales, donc la plupart du temps jugulaire ou en sous-clavier, ou bien de la pose de chambres implantables qui sont quand même relativement invasives. Donc il y a des alternatives qui existent à ça, hein, qui existent depuis plusieurs années, qui sont assez méconnues en France, euh, notamment des solutions qui ont été développées au départ aux États-Unis et qui sont très développées actuellement aux États-Unis, parce que par exemple, il faut savoir que sur les cathéters que je vais présenter, il y en a un type qui s'appelle le PICC Line, qui sont posés de l'ordre de 2,5 millions de cathéters de PICC Line par an aux États-Unis, et ça depuis quasiment 20 ans. Alors, à quoi ça ressemble et où c'est posé? Donc, c'est des cathéters qui sont posés au niveau du bras, qui se font par l'abord la plupart du temps de la veine basilique. Ça peut être fait aussi par la veine céphalique ou la veine brachiale si la veine basilique elle est pas très bien développée ou si elle est mal placée ou thrombosée. Et ça se fait avec une fixation qui est spécifique. Vous voyez, c'est une fixation qui se fait sans suture, avec un pansement qui est spécifique. Et cette fixation sans suture, en fait, c'est un des mécanismes qui permet à ce que le point de ponction ne devienne pas inflammatoire et donc que le cathéter dure relativement longtemps. Alors là, on voit que la partie extérieure du cathéter, hein. On devine aussi, vous voyez, un clan, donc, qui est présent ou pas forcément présent sur les cathéters. Et à l'extrémité, il y a une valve. Là, en l'occurrence, c'est une valve qui est amovible, mais je vous expliquerai après tout à l'heure. Il y a des cathéters avec des valves qui sont également fixes et intégrées de façon scellée au cathéter. Alors, donc il y a deux types de cathéters qui sont proposés, qui ont pour point commun, donc c'est le midline et le peak line. Point commun entre ces deux cathéters, à l'extérieur, ils sont très difficiles à différencier puisqu'ils sont posés exactement au même endroit. Les deux types de cathéters permettent des perfusions continues ou discontinues. Tout ce qui est utilisation, réfection du pansement, ça se fait de façon identique. Les produits qu'on peut passer dessus sont différents, par contre.
Les deux types de cathéters permettent de faire des prélèvements sanguins et de faire des transfusions si besoin. C'est là où on va voir la différence entre les deux types de cathéters. Donc, à gauche, le midline, à droite, le PICC line. Donc, sur le cathéter midline, c'est un cathéter qui est de longueur, on va dire, moyenne, où l'extrémité du cathéter, la plupart du temps, ça se termine à la racine du bras au niveau du creux axillaire, tandis que le PICC line, l'extrémité va de la même façon que sur une chambre implantable ou que sur une voie veineuse centrale, à l'abouchement quasiment de la veine cave supérieure dans l'oreillette droite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le PICC line, on peut passer exactement le même produit que sur une voie veineuse centrale ou sur une chambre implantable, hein. Tandis que le midline, c'est en fait une super voie veineuse périphérique. Un petit tableau pour expliquer ça un peu plus en détail. Donc, le midline, longueur à peu près moyenne, c'est ce que je disais, 12 à 20 cm, contre à peu près 40 cm à 40 à 50 cm sur un PICC line. La durée d'utilisation d'un midline, 28 jours au maximum, puisque les dispositifs font, dans leur autorisation de mise sur le marché, c'est cette longueur-là qui est définie au maximum, tandis qu'un PICC line, c'est plusieurs mois. Sur un midline, on peut passer de la nutrition parentérale, mais seulement la nutrition parentérale qui est de faible osmolarité, donc typiquement les produits qu'on passe habituellement en voie veineuse périphérique sur des courtes durées, type périnutriflex, donc ce n'est pas l'idéal. Tandis que sur un PICC line, on passe de la nutrition parentérale au long cours, de la même façon qu'on passerait sur une voie veineuse centrale. En termes d'antibiotiques et de produits vésicants, sur un midline, on peut passer de la vancomycine éventuellement pendant quelques jours. Sur un PICC line, il n'y a pas de limitation. Et sur la chimiothérapie et tout ce qui est produit vésicant, c'est contre-indiqué formellement sur un midline, et sur un PICC line, ça ne pose aucun souci. Alors, du coup, ces deux types de cathéters, ils trouvent leur place chez différents types de patients. Dans tous les cas, ça peut permettre d'avoir un accès, notamment chez les patients avec des capitaux veineux faibles, en fonction du produit qu'on veut passer, pour des durées, on va dire, moyennes à longues, donc de l'ordre de 7 jours à 3 mois. Après, un patient qui a besoin d'une voie veineuse périphérique, mais qui est considérée comme impeccable, c'est une très bonne alternative à la voie veineuse centrale, même sur une durée courte. Puisque le taux de réussite de pose d'un midline, je vous expliquerai après comment ça se pose, mais le taux de réussite est très élevé. Ça peut avoir aussi son indication chez des patients qui sont porteurs de pathologies spécifiques, hein. Typiquement les drépanocytaires, les patients qui ont des grêles courts, qui ont besoin pour le coup de nutrition parentérale ou qui ont des voies veineuses réputées très difficiles. Ça peut servir également chez des patients qui ont besoin de prélèvements sanguins répétés, une à plusieurs fois par jour, et pour lesquels la prise de sang elle est difficile, puisque sur les deux types de cathéters, midline et PICC line, on n'a pas de souci particulier pour pouvoir faire un prélèvement sanguin, sous réserve de faire une purge pour purger le cathéter, bien sûr. Pour les patients en soins palliatifs éventuellement, ce qui justifie une perfusion intraveineuse, pour la perfusion de produits spécifiques non perfusables en périphérie. Donc là, c'est typiquement la chimiothérapie, la vancomycine au long cours. Et dans ce cas-là, c'est le PICC line qu'il faudra poser. Et puis ça, c'était un aperçu des possibilités et des indications, puisqu'après, à partir du moment où il y a une voie veineuse périphérique ou centrale à poser pour une durée, on va dire, moyenne à longue, on peut se poser la question de poser un midline ou un PICC line. Il y a des contre-indications, forcément, comme tout acte médical. Le premier, c'est celui auquel on peut penser assez rapidement, c'est l'insuffisance rénale avec projet de dialyse, puisque comme vous savez, chez ces patients-là, il faut faire une préservation du capital veineux pour pouvoir assurer derrière, quand il y aura besoin, la pose d'une fistule artério-veineuse qui soit efficace.
Et donc, forcément, si on fait une ponction d'une veine qui va assurer le débit de la fistule artério-veineuse, il y aura forcément après une sténose qui va se créer dessus et une limitation de l'efficacité de la fistule artério-veineuse. Donc ça peut poser de gros problèmes. Donc tous les patients insuffisants rénaux avec projet de dialyse et fistule artério-veineuse, il ne faut pas leur poser ce type de cathéter. Et ensuite, les patients qui ont des lésions cutanées infectieuses, inflammatoires à proximité du site de pose, donc sur le bras, s'il n'y a pas de distance possible sur la pose, dans ce cas, on ne peut pas poser de ce côté-là. Et puis, les patients ou patientes qui ont un curage axillaire ou un lymphœdème du côté où on envisage la pose, c'est pareil, c'est une contre-indication. Alors, quels sont les avantages de ces cathéters par rapport notamment aux chambres implantables et à la voie veineuse centrale? Donc, la pose, elle est moins risquée qu'une voie veineuse centrale, puisque c'est qu'une voie veineuse centrale classique, puisque c'est une ponction qui se fait en périphérie, sur le bras. Donc, tout ce qui est problème de complications directes de la pose d'une voie veineuse centrale ou d'un accès jugulaire ou sous-clavier, on ne les a pas. C'est-à-dire notamment la ponction de vaisseaux artériels type artère sous-clavière, carotide, même si ça arrive de plus en plus rarement, étant donné qu'on les pose sous échographie, ces voies actuellement, on s'en éloigne. Idem pour ce qui est du pneumothorax. Donc ça, c'est un avantage sur la pose, on va dire, à un moment où on le pose directement. C'est plus confortable pour le patient, que ça soit lors de la pose et pendant l'utilisation quotidienne, puisque ces cathéters permettent notamment de faire de la perfusion discontinue, c'est-à-dire que si le patient il a besoin d'antibiothérapie 3 fois par jour, l'infirmière peut venir à domicile, brancher 3 fois le produit, le débrancher, et le patient il est libre d'une perfusion d'entretien sur toute la journée. Le pansement, il est facilité aussi par rapport à une voie veineuse centrale. On n'a pas le pansement, notamment actuellement, on pose plus des jugulaires que des voies veineuses centrales sous-clavières. Donc, le pansement sur une jugulaire interne, c'est gênant au niveau de la mobilisation du cou. Donc, on n'a pas ce problème-là avec un abord qui se fait au niveau du bras. Un avantage qui est non négligeable aussi surtout par rapport à la chambre implantable, c'est qu'il n'y a pas de cicatrice. La pose, c'est un point de ponction avec une aiguille. Et puis ensuite, c'est un pansement spécifique avec de l'adhésif. Donc, quand la voie est partie et qu'on n'en a plus besoin, il y a vraiment 0 cicatrice. Par contre, forcément, c'est un dispositif qui est spécifique. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient formés et rodés pour la réfection des pansements, l'entretien et la surveillance de ces cathéters. D'autant plus que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de tous. La pose, alors comment ça se passe? Simplement, la pose, on pose ça soit en salle de réveil, soit dans une salle de bloc. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils posent ça directement, même en chambre du patient. On n'en est pas là et nous, on pose ça en salle de réveil ou bien en salle d'intervention. Ce n'est pas nécessaire d'être à jeun puisque la pose, elle se fait sous anesthésie locale. C'est possible sous anticoagulant, anti-agrégant. Ça ne pose pas de souci, étant donné qu'on fait une ponction périphérique sous échographie, il n'y a pas de problème là-dessus. La pose, forcément, elle se fait en conditions stériles, de la même façon que quand on pose une voie veineuse centrale, donc casaque, gants, champ stérile, sous échographie avec la technique de Salinger. Donc, ponction de la veine, guide, dilatateur et puis montée du cathéter. Pour l'épicline, donc vous avez vu la longueur, elle est importante puisqu'il faut que l'extrémité du cathéter soit positionnée vraiment dans la veine cave supérieure et pas dans l'oreillette et pas trop tôt non plus, sinon il y a un risque de migration du cathéter, par exemple du côté opposé, voire en jugulaire. Donc ça nécessite lors de la pose la mesure, la coupe du cathéter à la bonne longueur et un repérage de l'extrémité du cathéter, soit sous repérage radiographique, radioscopique, soit sous repérage électrophysiologique.
Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les PICC lines, il y a une importance de l'information du repère à la peau pour qu'à la réflexion du pansement, le cathéter il soit pas mobilisé, et de la longueur du cathé, parce qu'à l'ablation, il faut s'assurer qu'on a le cathé en entier, comme avec n'importe quel cathéter qu'on pose chez un patient. Une petite diapo juste informative pour faire voir un peu le système de repérage électrophysiologique qu'on utilise. Donc, c'est un repérage qui se base sur un repérage électrique de l'onde P endocavitaire. Donc, voilà. L'utilisation et l'entretien, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, 2 modes d'utilisation sur le midline et le PICC line. Soit en perfusion continue, donc de la même façon qu'une voie veineuse centrale, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption parce que c'est des cathéters qui sont fins et longs, et donc forcément, ils vont avoir tendance à se boucher si il n'y a pas d'entretien ou pas de perfusion continue. Et ça peut être utilisé, c'est ce que je disais tout à l'heure, en perfusion discontinue. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est primordial et que les infirmiers qui l'utilisent savent ou doivent être formés pour ça, c'est la technique du rinçage pulsé dès la fin de perfusion, juste après avoir fait un prélèvement sur le cathéter. Enfin, ça, c'est vraiment primordial. Sur l'utilisation, bon, il ne faut pas prendre de tension côté du cathéter. Ça paraît évident quand on a le patient en face de soi de ne pas comprimer l'endroit où le cathéter a été posé. Une petite note sur le rinçage pulsé. Donc ça, c'était plutôt une diapo qui était destinée aux infirmiers. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là aujourd'hui, mais au niveau de la fréquence, le rinçage pulsé doit être fait minimum une fois par semaine s'il n'y a pas d'utilisation du cathéter, et de façon quotidienne s'il y a une perfusion continue, ou bien après changement de valve, ou après interruption de perfusion qui serait non voulue, mais ça, c'est vraiment évité. Le pansement doit être fait de façon régulière aussi, c'est évident. La limitation essentielle pour le patient quand il a un PICC line ou un midline, c'est essentiellement d'éviter de le mouiller, de le couvrir au maximum au moment où il se lave, hein, donc éventuellement avec du film alimentaire. La surveillance, c'est la surveillance de l'occlusivité du pansement, hein, forcément. C'est un cathéter qui, sur le PICC line, est considéré comme une voie veineuse centrale, et puis de la même façon qu'une voie veineuse périphérique, il faut que le pansement soit tout le temps occlusif. Sans quoi le pansement, il est à refaire tous les 7 jours, ou bien quand il est décollé ou souillé. La plupart du temps, c'est nécessaire de refaire J1 de la pose, puisqu'il peut y avoir toujours des petits écoulements de sang à l'endroit du point de ponction qui vont se tarir très rapidement, mais le pansement il peut être un tout petit peu taché le premier jour. Le pansement, le cathéter, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a 2 types de cathéters. Il y a des cathéters avec des valves qui sont intégrées, d'autres avec des valves qui sont amovibles. Si le cathéter a une valve amovible, il faut que la valve soit changée tous les 7 jours. Et les cathéters avec valve intégrée, forcément, il n'y a pas de changement nécessaire. Et ensuite, bon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, respecter le repère à la peau et traçabilité de la réflexion du pansement dans le dossier de soins, ça c'est primordial. Pour ce qui est du retrait, donc c'est un acte infirmier sur prescription médicale. Sur le PICC line, dans les textes, il est marqué qu'il faut qu'il y ait un médecin qui puisse intervenir à tout moment. C'est plus une question de principe qu'autre chose, mais c'est de la même façon qu'avec une voie veineuse centrale, il faut qu'il y ait un médecin à proximité. Et puis en fonction du contexte, éventuellement, on peut mettre l'extrémité du cathéter en culture de la même façon qu'on le fait avec une voie veineuse centrale qu'on enlève, ou bien avec une chambre à cathéter implantable. Comme tout cathéter, ça nécessite de la surveillance, parce qu'il y a des complications qui peuvent toujours arriver, hein, qui dépendent essentiellement. Donc la première chose à laquelle on peut penser, c'est la thrombose ou l'occlusion du cathéter.
Donc pour ça, il faut qu'il y ait une surveillance qui soit régulière, à la fois locale du point de ponction, du débit et de l'écoulement lors de l'utilisation, de l'apparition d'un œdème de bras ou d'un érythème à cet endroit-là, pour éviter ces problèmes-là essentiellement. Ça passe par un entretien scrupuleux du cathéter. Donc, pas d'interruption de perfusion sans rinçage pulsé. Ne pas clamper le cathéter si le cathéter a des clans dessus. Et vraiment le rinçage pulsé de façon régulière après chaque moment où il pourrait rester un petit peu de produit ou de sang dans le cathéter. Donc, ça, c'est primordial. Deuxième complication, comme avec tout cathéter intraveineux, c'est l'infection du cathéter. Et pour ça, ça passe par la surveillance du point de ponction, de fièvre, de syndromes généraux d'infection. Et donc ça, pour l'éviter, c'est pareil. Occlusivité, réfection des pansements aux intervalles. Bien respecter les procédures et les manipulations sur les changements de ligne, et notamment en perfusion discontinue ou bien à la manipulation des lignes, l'hygiène de la valve avec des antiseptiques alcooliques. Donc ça, c'est évident et les infirmiers qui utilisent ces cathéters sont censés le savoir. Je vais peut-être faire une pause ici pour savoir si vous avez des questions sur cette partie un peu technique en ce qui concerne les cathéters. Ou c'est des cathéters que vous avez déjà manipulés, croisés ou... Concernant les PICC-line, ouais, on a quelques vasculaires qu'on met de temps en temps. Par contre, les midline, jamais. D'accord, ok. Donc voilà. Et après, je ne me rends pas compte du tout de votre activité. C'est quelque chose que vous posez de façon journalière, hebdomadaire. Là, c'est plutôt de façon hebdomadaire. On est en train de mettre en place, pour l'instant, essentiellement de façon interne. Mais le but de ce projet, c'est de proposer une solution pour Pour les patients de ville. le réseau de ville, tout à fait, ou bien les structures médicales extérieures qui en auraient besoin et qui n'ont pas forcément de gens qui sont formés pour les poser. Ouais. D'accord. Ok. Ça, c'est peut-être quelque chose que tu abordes dans une deuxième partie, toute votre organisation personnelle ou pas du tout? Je vais l'aborder un petit peu après, ouais, notamment la façon de nous contacter et comment ça se passe. Ok. Ouais, tout à fait. Et moi, je suis pas infirmier, donc il y a des choses. Le rinçage pulsé, c'est juste un rinçage sous pression avec du sérum phi ou de l'eau stérile? Alors, c'est un rinçage avec du sérum physiologique, ouais, exact. Le principe, c'est de prendre une seringue de 10 ou 20 millilitres Ouais. et d'injecter par à-coup, en fait. D'accord. On fait pas les 10 ml en une En fois, one shot. c'est D'accord. par à-coup. Et en fait, c'est la façon la plus efficace pour vraiment décrocher tous les résidus qui peuvent rester sur la lumière du cathéter, et notamment le biofilm. Hein. D'accord. Et donc, ça permet vraiment d'assurer une désobstruction des microparticules et d'éviter l'obstruction à long terme, en fait. Ok. Merci. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Tu as une différence d'incidence de complications là que tu décris, ou que ce soit thrombose et ou infection entre PICC-line et midline? C'est sensiblement la même chose. C'est de l'ordre d'à peu près. Alors, sur les thromboses, c'est vraiment dépendant on va dire, de la formation des infirmiers, de la bonne utilisation en termes de rinçage. D'accord. Sur les infections, c'est moins que sur une voie veineuse centrale. Dans la littérature, c'est de l'ordre d'une infection pour 1000 jours de pause, 1000 jours de port d'un PICC-line ou d'un midline, c'est sensiblement la même chose. D'accord, ok. Donc oui, et sur la durée, c'est ce que je disais tout à l'heure, midline, c'est maximum 28 jours, mais c'est purement, on va dire, imposé par Le labo.
par le labo et l'autorisation, un PICC line bien entretenu peut durer plusieurs mois, donc facilement 3 mois sans problème. Et juste question pratique, tu parlais du repère là, qui était important, qui peut varier malgré tout quelque peu en fonction des patients. De ce fait, c'est noté à un certain endroit dans vos dossiers médicaux pour la séance. Imagine, Ouais. toi, tu as une infirmière qui arrive, ou est-ce que vous le notez sur le pansement de ce fait avec un stabilo, enfin, tu vois, une marque comme ça, je ne sais pas quelle chose est mise en place pour que chaque personne qui prenait en charge ce genre de patient sache, bon, bah tiens, lui, c'est à 28, il faut que je fasse gaffe. Quoi. Alors en fait, ouais, il y a tout un dossier de traçabilité avec forcément un compte rendu de pause. D'accord. Et le patient, il a également un cahier de suivi un carnet de suivi de son dispositif sur lequel est noté quel est le dispositif exactement posé, la longueur du cathéter, s'il a été recoupé, et le repère à la peau. Donc tout ça, c'est noté et effectivement, c'est tracé. Et ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place ou c'est quelque chose qui est fourni avec avec le PICC line ou le midline? Bah, en fait, les laboratoires sont assez bien développés et fournissent dans le kit, il est vraiment très complet en fait. Hein. Donc, grosso modo, un kit de Pickline, tout est dedans, les champs, le cathé, le bistouri et même bien, effectivement le carnet de poste du dispositif. D'accord. La partie que tu recoupes, ça va être la partie externe, bien évidemment, ou c'est la Non, partie… Non? non, c'est l'extrémité distale du cathéter qui est recoupée. D'accord. Donc, tu n'as pas de repère, en fait, comme sur un cathéter de péri, pour savoir si tout est enlevé, qu'il n'y a pas un bout qui est coincé, machin. Tu sais, souvent, sur les cathéters de péri, tu as une petite pointe noire, tu sais que tu as tout enlevé. Là, tu n'as Non. pas ce genre de… Là, c'est vraiment l'indication, le chiffre qui compte. Le chiffre, d'accord. En fait, OK. ouais. Il y a certains laboratoires qui ont fait des PICC lines sur lesquels la coupe se fait pas en distal, mais en proximal mais du coup, ça demande un système de connectique sur la partie proximale qui est spécifique. Enfin, mais c'est pas avec ce laboratoire-là qu'on travaille. Donc, d'accord. OK. Je te remercie. je ne sais pas si d'autres questions d'un point de vue technique, indication, contre-indication, ou bien si vous avez des questions par rapport à des patients, peut-être qui vous viendraient savoir s'ils pourraient en relever ou pas. Et si tu as une thrombose sur un patient et qu'on a besoin d'un accès, tu t'en mets un de l'autre côté, ça nécessite une anticoagulation pour le prochain? Alors, ça se discute en fait, parce qu'effectivement, on peut se poser la question de savoir pour quelle raison le cathéter a thrombosé. Ça peut très bien être une thrombose juste luminale du cathéter par un défaut d'entretien, sans forcément qu'il y ait de thrombose de la veine derrière. Après, un patient qui a thrombosé une fois sur un bras, c'est un petit peu délicat d'aller lui reposer tout de suite après sur l'abord contralatéral sur l'autre bras le même cathéter, le même dispositif. Donc peut-être à ce moment-là repasser sur une voie veineuse centrale ou sur une chambre implantable. Effectivement, ça peut nécessiter de l'anticoagulation en fonction de la thrombose, hein, si c'est luminal ou pas. Mais effectivement, ça peut être tout ce qui est patient pro-thrombotique, on peut se poser la question. Mais ce n'est pas forcément une contre-indication définitive derrière. D'accord, ok. Et en pré-pause, vous ne faites pas de… Oui, non, de toute façon, on ne fait pas de test de perméabilité de quelque chose ou quoi que ce soit de ta veine. Alors, si. Hein, la pause, elle se fait sous échographie, donc forcément, il y a un repérage échographique qui est fait sur le bras avant de commencer. Donc, on repère si la veine elle est de calibre suffisante, si elle paraît perméable. Forcément, si on tombe sur un truc incompressible avec. Mais tu remontes là jusqu'à l'intérieur du bras, jusqu'au niveau du creux axillaire, ou tu regardes juste vraiment au niveau de… Ouais. Oui. D'accord. Ouais, on scanne vraiment sur le bras. D'accord. Et puis après, mais oui, parce qu'effectivement, le diamètre de la veine a son importance.
forcément, on peut pas mettre un cathéter qui prend tout le diamètre de la veine, sinon là, c'est la thrombose quasiment assurée. Donc, D'accord. il y a des ratios à respecter. Ouais. Ok. Tu t'en parles après de ça? J'ai pas, non, mais c'est Non? vraiment sur la partie technique, donc je pensais pas forcément l'aborder, mais D'accord. Ok. Bonsoir Mathieu. Juste une petite question. Si un patient est dialysé sur un cathé jugulaire tunnelisé, on peut en mettre un de pic ou pas? Désolée, il moi, a fallu que je la pose. moi, j'en mettrais pas forcément, mais Même du côté homolatéral? après, toute la question, enfin, tu penses à un Après, il y a patient plein d'anesthésistes autour de la table, alors du coup, je la pose. tu penses à enfin, sur un patient qui, de toute façon, a pas du tout de projet de fissure artério-veineuse. Non, qui est dialysé sur un cathé définitif. Ouais. Bah, là, si, éventuellement, mais après, oui, si vraiment de façon définitive, c'est un cathéter enfin, sa dialyse, elle est envisagée que sur un cathéter, là, on peut On peut éventuellement se lui en mettre permettre? un, mais sinon. D'accord. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Alors, du coup, je vais aborder un peu la deuxième partie. Alors, comment nous contacter si vous avez besoin d'un avis, savoir s'il y a une indication de midline, de peakline. Deux choses. Alors, on a mis en place une ligne téléphonique qui arrive sur notre secrétariat, qui est indiquée peut-être sur les flyers que vous avez reçus, qui est ouverte du coup en horaire, aux horaires d'ouverture de notre secrétariat, en gros du lundi au vendredi, de 8h midi, 14h, 16h30. Le but, c'est après de pouvoir en discuter directement. Donc, si vous allez avoir nos secrétaires qui vont prendre vos coordonnées et puis revenir, et nous, on reviendra vers vous pour discuter et poser les indications et programmer. On a décidé de travailler avec une plateforme qui s'appelle Pandalab. C'est en fait pour simplifier, c'est un WhatsApp sécurisé purement médical. Donc, donc c'est multiplateforme, hein, vous voyez, ça, on peut très bien l'utiliser sur téléphone ou sur ordinateur. Plusieurs avantages. Alors déjà, ça crée un vrai cloisonnement entre une messagerie professionnelle et personnelle. Hein. C'est vrai que je pense que beaucoup de gens ici ont l'habitude peut-être d'utiliser WhatsApp pour discuter de choses et d'autres, que ce soit d'organisation, mais même moi, j'ai à certains endroits avant, mais si c'était pas bien, même des fois de cas médicaux. Alors là, pour le coup, c'est totalement dédié aux médecins, c'est sécurisé, crypté, développé exclusivement pour les professionnels de santé, avec respect des cahiers des charges HAS, Conseil de l'ordre, Agile Santé. Comment ça se passe? En fait, vous nous présentez votre patient, vous nous dites, bah voilà, j'ai monsieur un tel, madame un tel, qui est difficile à perfuser, je dois lui passer ça pour telle durée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, et là, on discute, on voit ce qu'il y a de mieux pour elle en fonction des produits, de la durée, des antécédents. Et en fonction de tout ça, on propose un cathéter et on le programme en fonction de ce qui est possible de faire et de l'urgence à le faire. Sur Pandalab, c'est possible également d'envoyer des photos, des documents si besoin pour pouvoir discuter. Peut-être si vous avez certains comptes rendus à nous fournir, ça facilite aussi le transfert de ce genre de choses. Donc cette plateforme, elle sert à la fois de discussion
entre médecins, mais derrière aussi, en cas de suivi, de questions des infirmières de ville ou d'établissements médicaux qui ont des questions, ils peuvent nous envoyer aussi des questions et sur lesquelles on peut répondre. Voilà. Alors ça, forcément, ça demande une inscription pour pouvoir utiliser le logiciel, qui nécessite exclusivement en fait une adresse mail et un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, il est juste utilisé pour valider l'inscription, mais derrière, il n'y a pas de lien entre Pandalab et votre numéro de téléphone, c'est-à-dire qu'il ne s'affiche pas directement, il n'y a pas d'affichage de votre numéro de téléphone, donc ça peut être un numéro perso, ça ne pose pas de souci, il ne sera pas utilisé, c'est juste pour valider l'inscription. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à un petit peu à ça, l'organisation. Pour les pauses, du coup, les pauses, on les effectue en semaine. Hein. Et donc, en fonction de l'urgence et de ce qu'il faut poser, on peut programmer ça relativement rapidement dans la semaine parce que forcément, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez avoir besoin. Quand on a un problème de perfusion, il faut des fois être un petit peu réactif. Donc, voilà, nous, on est disponible pour ça. Vous êtes que deux à participer à cette prise en charge, en fait? Non, en fait, on est plusieurs. Moi, je suis le poseur principal pour l'instant. Mes collègues se forment au fur et à mesure aussi. Donc, on est à terme, on sera, je pense, l'intégralité de l'équipe d'anesthésie à savoir en poser de façon courante. D'accord. Vous n'avez pas de chirurgien vasculaire ou autre qui participe à cette activité? Non, on n'a pas de chirurgie vasculaire du tout sur la D'accord. clinique. Et actuellement, si tu devais, quelle est l'indication de pause la plus courante que vous avez dans l'établissement? Alors, dans l'établissement, ça peut être de l'antibiothérapie, notamment sur moyenne durée. Ça peut être avec de la vanco, par exemple, sur certaines indications. Nutrition parentérale aussi. On a eu quelques patients avec des fistules digestives qui nécessitaient de la nutrition parentérale de façon prolongée et sur lesquelles c'est des fois plus simple de les faire sortir avec un PICC line qu'avec une voie veineuse centrale. C'est aussi les patients qui ont des voies veineuses. Alors ça, c'est plutôt interne du coup, mais les patients qui ont des voies veineuses difficiles qui doivent passer au bloc opératoire et forcément, si en périphérie, on essaie 3-4 fois, on n'y arrive pas. Plutôt que de poser une simple voie veineuse périphérique courte sous échographie, un midline, ça se pose rapidement. Et derrière, le patient est tranquille et puis on peut faire les prélèvements si jamais il reste quelques jours, les prises de sang dessus. Donc, c'est hyper confortable pour le patient. D'accord. Au niveau de vos cibles de la ville, c'est que vous vous rapprochez de… voilà, vous avez fait… je ne sais pas si on parlait d'études de marché, mais vous aviez demandé s'il y avait des établissements qui pourraient être intéressés. Vous êtes rapproché de… Je ne sais pas, moi, je ne sais pas de quel centre, en fait, où c'est des médecins généralistes. Comment vous envisagez cette communication pour faire venir les patients qui ne sont pas internes à l'établissement au départ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a certains établissements hospitaliers, d'une part déjà, qui n'ont pas forcément les ressources pour poser les pics et les mids, ouais. Et pour lesquels ils sont demandeurs. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, alors c'est quelque chose qui est assez méconnu en ville, raison de la communication aujourd'hui. Donc, c'est les médecins coordinateurs d'EHPAD, notamment. Mais après, moi, j'ai eu quelques contacts aussi, déjà, on va dire plus par le bouche à oreille, par connaissance d'infirmiers entre la clinique et des infirmiers libéraux extérieurs
Ça peut être aussi des fois des infirmiers libéraux qui se retrouvent bloqués avec des perfusions qui sont difficiles à domicile et du coup qui en parlent à leur médecin référent et derrière qui renvoie les patients, les patients vers nous. En fait. D'accord. Et pour les. Voilà, tu as un patient qui vient d'un EHPAD, tu dois lui poser une voix. Il sort avec. Vous avez mis au point un petit flyers ou un petit quelque chose pour l'équipe infirmier là-bas, parce que pour le coup, eux n'ont pas été formés. Ils n'en connaissaient peut-être pas l'existence avant que le patient l'ait. Donc, et tu as quand même bien insisté sur le fait que si on veut pérenniser cette voie, il faut vraiment être rigoureux derrière. Est-ce que voilà, vous avez développé une petite information pour les équipes paramédicales? Alors, ouais, on a des. Déjà, les laboratoires fournissent pas mal de documentation, première chose. D'accord. Deuxièmement, moi, j'ai tout j'ai du support de formation pour les infirmiers aussi. Et notamment, je prévois de faire des formations, que ce soit en visio ou en présentiel pour ceux qui sont plus proches. D'utilisation de ce matériel et des protocoles à suivre pour pouvoir bien utiliser les cathéters. Donc là, on a une formation qui est prévue, que je ne dise pas de bêtises, je l'ai renoté tout à l'heure. On va parler du 22. Du 22 juin, je prévois de faire une formation pour les infirmières libérales qui souhaitent avoir de la formation pour l'utilisation. Et ça, je prévois de le faire régulièrement. Ça marche. Après, oui, c'est ce que je disais, c'est quand même une voie d'accès qui reste encore relativement méconnue en France, hein, mais ça change, à mon sens, vraiment la vie des patients qui sont difficiles à piquer ou qui ont besoin d'une voie veineuse sur le long cours. Hein. Rien qu'en hospitalisation, des fois, on a des patients qui viennent, qui savent qu'ils sont difficiles à piquer, qui ont vécu un peu l'acupuncture quasiment tous les jours à essayer de trouver une voie veineuse périphérique. Quand ils reviennent pour une hospitalisation, qu'on leur pose un midline ou un PICC-line et que c'est posé sous anesthésie locale de façon quasiment indolore et que une fois que ça s'est fait, il reste une semaine en hospitalisation sans derrière avoir besoin de ponction du tout. Ils sont vraiment ravis, quoi. Ouais, j'imagine bien. Bon, c'était intéressant en tout cas. Merci. Merci. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit. Moi, de toute façon, je suis disponible. Même si vous n'avez pas d'indication pour l'instant ou quoi que ce soit, si vous voulez des identifiants pour Pandalab pour pouvoir, le jour venu, pouvoir discuter d'un cas, d'une indication, eh ben, n'hésitez pas. Ok. Il y a tu parlais donc de côté, de pansement spécifique en entretien. Donc ça, c'est du consommable que le labo fournit ou en fait, après, vous avez adapté. Enfin, non, il faut vraiment, au niveau pansement, utiliser ce qui était fourni et compatible avec le. Ouais. D'accord. C'est des pansements qui sont spécifiques. Hein. Je vais retourner peut-être sur le visuel. Et c'est quoi ton labo? Bard. D'accord. Bard. Et ces pansements-là en particulier, je ne sais pas si on le revoit là, Si. en fait, c'est celui-là, ça doit être un Vigon, celui-là, la photo en question. Mais en fait, il faut s'imaginer que le cathéter, là, il y a des ailettes qu'on devine peut-être un peu en dessous. Je ne sais pas Oui. si. Si, effectivement, une petite ombre. Qui est pris en sandwich, en fait, entre une partie qui est collée à la peau
Et la partie supérieure qui est, en l'occurrence, là, sur ce modèle-là, c'est un modèle à velcro, hein, donc, ce qui fait que quand l'infirmière, elle doit faire le pansement, elle peut décrocher le velcro facilement. Et puis après, il y a toute une technique pour pouvoir garder le cathéter le plus possible fixe. Mais oui, oui, effectivement, c'est du spécifique. Cette partie-là est spécifique. Le reste ça n'a rien d'extraordinaire. C'est juste un pansement transparent occlusif. Là, ils ont mis un, Mais un strip pour maintenir, mais en pratique, c'est pas forcément utile. Mais par contre, ce pansement-là, oui, il est spécifique. Ouais. ça marche. Et ça fait combien de gauges? Ça se compte pas en gauge, mais c'est très fin. C'est D'accord. que je dise pas de bêtises. C'est de l'ordre de 1 mm. Hein. D'accord. Les chiffres exacts, je les ai pas en tête. D'accord. Mais... Parce que en fait, ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand j'ai fait une pelvectomie là, chez une patiente, j'ai mis un accès central. Donc l'idée, c'était à la fois de pouvoir assurer derrière une nutrition parentérale si c'était nécessaire, mais aussi à la fois de me servir de ma voie centrale si j'avais un problème hémorragique péropératoire. Ouais, Donc c'était intéressant parce que pas voilà, une... ouais. là on n'aura pas du tout cet intérêt. Hein. Non, c'est pas le but. Hein. C'est pas un cathéter forcément. La De résistance remplissage. d'un cathéter, elle dépend. De La sa résistance longueur à l'injection d'un cathéter, elle dépend de deux choses. Hein. Forcément, le diamètre et la longueur. et sa Donc longueur. là, forcément, les résistances, elles sont très élevées parce que Ouais. c'est des diamètres fins, c'est des longueurs élevées. Donc Mm. c'est pas une voie d'urgence du tout. Hein. Non, non. Contrairement à l'idéal, de toute façon, sur un choc hémorragique, ça reste la voie veineuse périphérique de très bon calibre, mais c'est là où on a les meilleurs débits. Mais là-dessus, les débits sont très faibles. Et d'ailleurs, il y a des limitations de pression, c'est-à-dire qu'il ne faut pas pousser trop fort, notamment pour tout ce qui est imagerie. Quand les manipulateurs radio font des injections de produits de contraste iodé, il faut qu'ils respectent, il y a des limitations de débit à respecter, puisque si le débit est trop fort, la pression monte et il y a un risque potentiel de rupture du cathéter. Donc ça, c'est indiqué sur le cathéter, normalement, un endroit sur la partie point d'injection avec des débits maximum à respecter. Ok. Donc sur des grosses chirurgies, vous pouvez être amené à les mettre, mais en fait, ce ne sera pas ta voie qui va te sécuriser ton patient si jamais c'est compliqué. Ce sera plus envisagé pour les prélèvements post-op et la nutrition parentérale. Quoi. Exact, ouais. Okay. Typiquement, ça m'arrive plutôt que de mettre une voie veineuse centrale, de mettre un PICC line sur une colectomie pour laquelle après, le chirurgien me dit peut-être qu'il ne va pas manger tout de suite, ça va être un petit peu compliqué, il va falloir le laissage en quelques jours. Ces patients-là, de toute façon, on les endort sur leur voie veineuse périphérique. On a la voie veineuse périphérique bon calibre pour pouvoir gérer si jamais il y a un risque hémorragique. Et derrière, le PICC line, il est là pour assurer la nutrition parentérale, les prélèvements sanguins. Mais pour le bloc en lui-même, sur un bloc hémorragique seul, c'est pas une bonne, c'est pas la bonne indication. Ouais. Ok. Voilà, je ne sais pas si vous aviez encore d'autres questions, des choses que je peux éclaircir. Moi, c'est bon. Après, si tu avais un labo à nous conseiller, donc c'est Bard. Pardon. Oui, alors oui, pour plusieurs raisons, parce que de toute façon historique, on va dire, c'est ceux qui ont conçu ces cathéters et du coup, ils ont quand même pas mal d'expérience, que ça soit en termes de qualité du matériel, des kits qui sont extrêmement bien faits chez ce laboratoire-là.
du système de repérage aussi de l'extrémité du cathéter sur les PICC lines électrophysiologique qui est bien fait. C'est chez eux aussi, en fait, ce système? Oui, exact. D'accord. Oui, oui. Ok. C'est un système qui s'appelle Sherlock, qui en gros combine un échographe et puis le système de repérage électrophysiologique. Ok. Et Ça sur marche. leur cathéter aussi, alors j'ai pas mis les diapos, je pensais que je l'avais mis sur cette présentation-là, mais les cathéters de chez Bard, les PICC Line, ils existent dans une version où la valve anti-reflux est intégrée. Et donc, ça facilite un petit peu l'entretien pour les infirmiers derrière. Et ça, je ne pense pas que les autres laboratoires aient les cathéters avec des valves intégrées de la même façon. Ok. Bon, bah super. Merci pour la présentation. Perdu, Mathieu. De rien. On t'a perdu. On t'a perdu, Mathieu. C'est bon, ça revient. Vous m'entendez plus? Si, moi je t'entends. Ah, Si, on bah, vous c'est bon. D'accord, ok. Ça marche. Moi, j'avais une petite question. Parmi les auditeurs qui nous suivent ce soir, beaucoup exercent-ils dans des structures de type EHPAD ou des HAD, des maisons d'accueil spécialisées ou en ville? Et est-ce que ça peut répondre à leurs besoins? Alors moi je suis pas du tout dans ce profil. En personne, on a essentiellement dans notre auditoire, là, actuellement, vous êtes anesthésiste, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, mais sinon, dans le reste de notre auditoire, personne n'exerce dans un réseau de ville. Vous êtes pharmacienne, Madame Rivet, c'est ça? Pharmacienne dans une structure, dans un établissement de santé ou en ville? En officine. OK. Donc, personne n'exerce dans une structure de soins. OK. C'est pour voir un peu si ça pouvait, c'était une chose qui pouvait correspondre à vos besoins et l'organisation de la filière, si elle pouvait vous aider en fait dans l'amélioration du parcours de vos patients. Après, nous, sur le plan organisationnel, il y a une grosse pression, pas une pression, mais au niveau choix, ils privilégient beaucoup dans ce genre de patients qui pourraient peut-être vous intéresser, en fait, la nutrition entérale avec des poses de sonde nasogéginale ou ce genre de choses, qui est plutôt à privilégier, en fait. Voilà, nous, au niveau du clan, notre comité là, de nutrition, c'est vrai que pour tous ces patients pour lesquels on peut être confronté, ils privilégient beaucoup les sondes nasogéginales, en fait. Oui, c'est sûr. Oui. Ça, effectivement, pour ce type de patient, on est tout à fait d'accord que c'est à privilégier. Ouais. Soins palliatifs non plus. Tout ça, ça peut être aussi une bonne indication. Oui. Ah, je vois qu'on a une infirmière libérale qui connaît le principe et qui a déjà des patients qui avaient des PICC lines. Vous étiez apparemment très satisfaite de son utilisation, quoi. Alors, c'était un PICC line ou un midline? J'attends juste la réponse sur le chat. Alors, vous pouvez réactiver vos micros si vous souhaitez. C'était un PICC line. Donc, vous n'avez pas encore vu. C'était une indication pour une antibiothérapie au long cours, pour…
En soins palliatifs. Donc voilà, donc ça correspond effectivement aussi, c'est une excellente indication pour l'accompagnement de fin de vie et éviter ces ponctions itératives dans un schéma, un projet thérapeutique. Et vous avez eu plusieurs patients à prendre en charge avec ce type de patient, de dispositif, pardon? Ah ouais, pour le bilan. Ouais. 2. Et vous êtes installé sur quel secteur? Audruic. OK. Donc, et vous pensez que, enfin, dans votre pratique d'infirmière libérale, vous voyez quand même pas mal de patients qui pourraient relever de ce genre de dispositif. Je pense qu'on peut m'entendre là, peut-être. Oui, Oui, tout à fait. Oui. oui, ce sera plus simple comme ça. Oui, tout à fait. Oui, je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus de pipeline. D'accord. Parce que je trouve que l'utilisation, elle est quand même simple. Et c'est quand même très, très satisfaisant pour le patient. Et pour vous, en tant que professionnel aussi, c'est quand même Ouais. très, Après, à très domicile, simple est-ce d'utilisation. que les gens peuvent quand même avoir ce genre de dispositif? Oui, oui. Tout à fait. Oui, oui. Il n'y a pas de limitation à partir du moment où c'est des patients qui comprennent un peu qu'il faut pas le manipuler, qui sont capables de comprendre que c'est pas, enfin, il faut en prendre soin. Ça peut très bien être utilisé à domicile sans aucun problème, hein. Il faut par contre avoir des infirmières qui aient la connaissance de l'utilisation. Mais oui, bien sûr, c'est une excellente indication, hein, en HED. Et après, j'ai eu le deuxième patient, c'était après une septicémie. D'accord, donc pour son antidote. B2 aussi, qui n'était pas bon du tout. Ouais, ça change vraiment la vie des patients, mais ça reste encore méconnu, mais progressivement, Oui, on va je suis étonnée. Bon, j'ai quand même 57 ans et on n'en voit quand même pas beaucoup. Enfin, nous, tout au moins chez nous. Je ne sais pas si d'autres professionnels ont un retour d'expérience par rapport à leur pratique. Non? Simplement une petite question, le pansement là, spécifique avec le scratch, ça sert à tenir le cathéter? ça sert à le maintenir, effectivement. En fait, le cathéter, il est pas du tout suturé à la peau comme sur une voie veineuse centrale où il y a des points de fixation entre les ailettes et la peau. Là, la fixation elle se fait par le pansement à la fois qui recouvre complètement et puis par la partie spécifique qui vient en fait plaquer les ailettes contre la peau en sandwich dans le pansement qui est spécifique. Et il n'y a pas toujours un clan. Donc, Exact. quand il n'y en a pas, on peut enlever la valve au bout et Alors, sans clamper ou il faut prendre une pince et clamper? alors, effectivement, deux types de cathéters. Soit le cathéter, en fait, si le cathéter n'a pas de clan, c'est parce qu'il y a une valve qui est intégrée. Donc la valve, elle est intégrée, elle va durer la vie du cathéter. Et dans ce cas-là, il ne faut pas rajouter de valve.
quand le cathéter n'est pas utilisé, simplement mettre un bouchon, on va dire bouchon classique de robinet à l'extrémité pour le protéger. Par contre, si le cathéter a un clang sur la partie extérieure, c'est parce qu'en fait, la valve, c'est une valve qui est amovible et qui doit être changée tous les 7 jours. Et donc, à ce moment-là, le clan, il sert uniquement à changer la valve. C'est-à-dire qu'on clampe, on enlève l'ancienne valve, on met la nouvelle valve, on déclampe. Et moi, je conseille de faire un arrachage pulsé après pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de micro-retour de sang sur l'extrémité vraiment du cathéter. Mais effectivement, ça, si vous êtes intéressé, sur le 22 juin, je rentrerai un peu plus en détail sur la manipulation des voies et notamment cette spécificité-là des cathéters avec et sans valve. Et le petit repère, le chiffre que l'on a, c'est la longueur du cathéter qui est à l'intérieur du bras ou... Alors, il y a deux solutions en fait. Moi, quand je les pose, je marque 2 chiffres. Il y a la longueur totale du cathéter, et donc ça, on peut le voir on peut la vérifier qu'une fois que le cathéter est enlevé en fait. Et il y a le repère à la peau, parce que la plupart du temps, le cathéter, il y a une petite portion, enfin la portion, on va dire la distance ailette, point de ponction, elle n'est pas à 0. Il y a une petite partie du cathéter qui est là, qui court à l'extérieur de la peau, avec un repère qui est noté pour savoir de combien a été enfoncé le cathéter. Donc, la plupart du temps, il y a 2 chiffres, notamment sur les PICC lines, parce que les PICC lines, systématiquement, ils sont recoupés. Sur les midlines, il y a le repère à la peau, et puis après, s'il n'y a pas de 2e chiffre, c'est parce que le cathéter sur les midlines, on ne les coupe pas. Donc, en fait, la longueur totale du cathéter, elle correspond à la longueur du fabricant, qui est noté aussi dans la référence qui est posée. Je vois que sur le chat, on a Pika qui est une IDE aussi, qui connaît la procédure depuis déjà un petit peu de temps. Donc, pareil, vous avez vu peu de thromboses, vous en avez quelques-unes, et quelques inflammations. Donc, pareil, dans votre pratique, vous rencontrez plus de PICC line, des midlines, vous en avez ou vous n'en avez pas du tout? Et les indications que vous avez eu à prendre en charge, c'était savoir un petit peu, si vous arrivez à activer votre micro. Je ne sais pas si on m'entend. On vous entend très, très bien. Ah bah super. Dans ma pratique, alors moi je travaille à l'hôpital, hein, donc c'est vrai que c'est forcément plus facile de croiser les PICC lines plutôt, parce que le midline est arrivé beaucoup plus tard. Donc j'en avais entendu parler là récemment, parce que la pause s'ouvrait un petit peu aux IAD, je pense. Oui. Et encore, ça a l'air d'être en discussion. Je ne sais pas si c'est déjà... Les midlines, non, il y a des protocoles de coopération interprofessionnelle. Donc, pour les midlines, ça, c'est... Donc voilà, c'est vrai que j'ai été formée assez tôt, hein, plutôt quand c'est arrivé, très tôt dans ma carrière. Mais non, c'est très pratique. C'est vrai que pour les patients, ça leur change la vie quand ils retournent à domicile. Surtout sur de l'antibiothérapie au long cours, hein, plutôt chez des personnes sceptiques. C'était plutôt ces indications-là. Les personnes sceptiques, du BK chez des patientes difficilement piquables. D'accord. Ce genre d'indications. Donc, essentiellement de l'antibiothérapie au long cours. Ouais. Tout à fait. Donc, un petit peu en HAD sur de la parentérale, mais on est plutôt sur des patients qui sont porteurs de PAC. Donc, d'accord. Donc, il y a quand même sur votre établissement plus de pauses de PAC que de PICC line. Ouais. On reste quand même beaucoup sur de la pause de PAC. Déjà vous êtes sur quel établissement? Sur Roubaix. Sur Roubaix. D'accord. Donc, sur l'hôpital de Roubaix, ça reste le PAC. Ouais, ça se modernise sur les patients qui seront plus sur l'hospitalisation classique, parce que moi, je suis en réanimation.
Ouais. Et sur l'hospitalisation classique, ça se démocratise un petit peu. C'est quelque chose qui se faisait déjà en 2014, parfois sous hypnose même pour limiter l'injection d'anesthésique. Mais après, sur la réanimation, c'est assez rare. Et puis après, c'est surtout sur les chimiothérapies, on sera bien plus sur des pauses de PAC que sur des pauses Même de PICC. en chimiothérapie, en scénologie. Ouais, même chimiothérapie, ouais, sur chimiothérapie, je pense que l'hôpital est encore très démocratisé, PAC. Hein, okay. C'est essentiellement dans des indications uniquement. Enfin, vous avez vu que les indications sont quand même relativement larges, hein, comme l'a expliqué Mathieu, l'a bien détaillé Mathieu. Tout à fait. On a quand même un large choix d'indications. J'ai une question. Bonsoir tout le monde. J'ai une question à te poser, Mathieu. D'abord, merci pour cette belle présentation. Par rapport à la courbe d'apprentissage, il faut en poser combien à peu près en fait pour être à l'aise par rapport aux deux? Moi, je trouve que ça va très vite au final parce que en tant qu'anesthésiste, on est formé, si tu veux, à la ponction sous échographie, au repérage échographique. On a l'habitude de manier quand même des aiguilles, notamment au niveau du broc, on fait un bloc axillaire. Et en fait, je trouve que c'est relativement. Tout ce qui est ponction, forcément, ça ne nous pose pas de difficulté. Les petits points sur lesquels en fait ça demande de l'apprentissage essentiellement, c'est l'utilisation du repérage électrophysiologique, qui est relativement simple. Hein. Les laboratoires, quand ils viennent, ils expliquent ça très bien. Ils ont bien l'habitude, ils connaissent forcément bien leur matériel et donc ça se fait facilement. Et puis après, les petites techniques pour faire descendre le cathéter quand il est un peu récalcitrant pour descendre en veine cave sup. Mais en tant que tel, c'est pas un geste qui est très compliqué, à mon sens, à apprendre pour un anesthésiste. C'est relativement accessible. Et le laboratoire Bard, tu as eu droit au besoin en fait, d'avoir un proctor pendant ou quelqu'un en fait, qui t'aide pour le poser ou pas? C'est surtout pour chaque laboratoire, forcément, ils ont des petites spécificités en termes de matériel. Est-ce que le dilatateur est pelable? Est-ce que le repérage, il y a des petits trucs et astuces, forcément. Donc, c'est sur ce point-là, essentiellement, qui sont aidants. Donc, la plupart du temps, ils viennent pour faire les premières pauses et après, ils sont disponibles si besoin, mais ça se fait assez facilement. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions, des choses qu'on peut éclaircir? Bon, encore une question pour Madame, là, qui est infirmière libérale, donc qui a déjà eu à prendre en charge des patients avec PICC-Line. Quelle relation avez-vous avec le centre de pause pour le suivi? Je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Non, je crois que... Ah si, non. Visiblement, c'est déconnecté. Je crois que c'était utilisateur. Utilisateur, mais je ne sais pas si vous êtes encore connecté. Non.
Ah bon, vous savez que maintenant, sur la clinique, on organise ça en mettant à disposition des moyens de communication avec vous, de façon à ce que cette communication soit fluide en fait, entre nous qui serons au centre de pause et vous qui pouvez avoir besoin de ce type de dispositif. Donc, vous avez aussi bien le numéro de téléphone du secrétariat qui apparaît donc sur les flyers que vous avez reçus, ainsi que cette application Pandalab qui permet d'avoir un contact très direct et sécurisé pour pouvoir nous contacter. Pour l'instant, il n'y a que Mathieu et moi qui sommes connectés, mais l'ensemble de nos collègues vont l'être à terme. Donc, vous pourrez toujours avoir quelqu'un qui vous répondra via cette messagerie. Tout le monde a l'habitude d'utiliser le WhatsApp ou les autres. Donc, ça va au Signal maintenant. Donc, ça ne vous posera pas trop de problèmes. C'est exactement le même mécanisme. C'est très, très simple d'utilisation. Donc, et en fait, si vous voulez avoir cette plateforme, il suffit juste, comme disait Mathieu, d'aller télécharger et de remplir votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Et nous serons informés que vous vous connectez et on pourra vous accepter comme ami. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Tout est clair? Donc, je pense, Madame Mathieu, qu'on va peut-être pouvoir conclure. Oui, je pense, oui, ça se déconnecte tout doucement. On nous souhaite une bonne soirée. Merci à vous tous. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Bonne soirée.